Alors, bienvenue à toutes et à tous dans cette vidéo où je reçois Madame Yasmine Motargemi à l'occasion de la sortie de ce livre, Ce que l'Empire Nestlé nous cache. Alors, vous avez écrit cet ouvrage avec le journaliste d'investigation Bernard Nicolas et votre livre est paru aux éditions Robert Laffont. On peut le souligner parce que éditer une lanceuse d'alerte comme vous, c'est pas toujours forcément évident. Et dans ce livre, vous mettez en lumière non seulement les graves dérives de Nestlé, dont vous êtes rendu compte, et vous parlez aussi de votre mise au placard et de votre longue descente aux enfers au sein de ce groupe. Donc, ma première question, elle va être toute simple, c'est comment est-ce que vous vous sentez aujourd'hui après toutes ces années de cauchemars et de combats? Quel est votre état d'esprit? Tous les jours, c'est un combat pour aller bien. Hmm. C'est c'est un combat journalier. Ça suffit qu'il y ait une chose qui me rappelle mon histoire d'une manière ou d'une autre, et surtout que cette histoire, c'est comme un pieuvre qui Hmm. touche beaucoup de domaines. Donc et à chaque instant, je me rappelle des souvenirs, et puis après il y a l'impact, comme j'ai raconté dans un post que j'ai fait sur LinkedIn. Vous savez, quand on a vécu une telle histoire, que ce soit, la gestion de la sécurité des aliments chez Nestlé, l'alerte que j'ai donnée qui n'a pas été tenue compte, après le système judiciaire, la réaction des médias, la réaction des organisations non gouvernementales, et puis la déception avec les autorités sanitaires. Tout ça fait que, on développe une vision assez négative de notre société, peut-être un petit peu exagérée, peut-être, mais c'est le résultat de mon expérience. Hmm. Mais, on se aussi on se met en doute, on se met aussi en question, et tout ça fait qu'après on change de personnalité aussi. Cette expérience nous change notre personnalité, et si, on pense que chaque personne, c'est comme un morceau de puzzle qui peut rentrer dans la dans l'image ou dans le dans l'image, et le lanceur d'alerte, une personne qui a traversé tout ça, deviendra un morceau de puzzle qui est déformé, et on ne rentre plus dans le système. On n'est plus en concordance avec, les autres personnes, et c'est assez difficile de supporter cette situation. Oui, c'est sûr. Donc, oui, c'est sûr que ce que vous avez vécu, c'est vraiment, un cauchemar et on le voit bien, ça a encore des traces aujourd'hui, évidemment, dans votre vie de tous les jours, ce qu'on peut aisément comprendre à la lecture de ce livre. Moi, j'ai été vraiment, emportée, je l'ai presque lu d'une traite parce que vraiment on a envie d'aller au bout et de savoir on est vraiment emporté dans cette écriture. Et moi, j'ai relevé quelque chose, une phrase donc, dans tous vos premiers entretiens, donc avant même de rentrer chez Nestlé, vous avez une remarque, moi, ça m'a assez frappé, de la personne qui devait vous recruter à l'époque, qui vous pose cette question, donc c'est écrit dans le livre, nous sommes un business, vous représentez la santé publique, comment allez-vous concilier ces deux objectifs si opposés et si différents? Alors, déjà là, ça a dû vous peut-être nous mettre un peu la puce à l'oreille, mais quand on entend quelqu'un parler comme ça, déjà, il y a une dissonance effectivement entre la santé et l'alimentation, alors que logiquement, ça devrait être complètement le contraire, hein, puisque ce qu'on mange doit être notre premier aliment, notre premier médicament, comme on dit. Donc là, c'est vrai que c'est assez étonnant. Et comment est-ce que vous pensez qu'avec une telle philosophie, aujourd'hui, c'est possible encore d'avoir confiance en ces produits de Nestlé, qui, je le rappelle, quand même, regroupent énormément de marques, hein. On va pas toutes les citer, mais on a Gigos, on a Nescafé, Ricoré, Chocapi, KitKat, Purina pour les animaux, et bien sûr les eaux dont on reparlera tout à l'heure, Contrex, Separ, Perrier, etc. Donc comment c'est possible parce que vous avez vécu finalement dans les coulisses tout ça, au-delà des belles façades qu'affiche Nestlé. Finalement, quand on entend ça, ça doit quand même refroidir. Oui, merci pour, relever cette question, parce que,
souvent quand je pense, à cette question qui m'a été posée par le directeur général des opérations, moi-même je suis surprise par la réponse que j'ai donnée. Ah oui, Heu et je me dis: «Mais comment j'ai pu, ah oui. heu, venir avec cette réponse qui m'a impressionnée même moi-même?» Mmh. et j'ai répondu que, ben, peu importe notre motivation, notre objectif est le même, c'est avoir la sécurité des produits. Mmh. Vous voulez le faire pour le business, pour gagner de l'argent, moi je veux le faire pour la santé publique, mais nous avons le même objectif. Et donc c'est la réponse que j'ai donnée, que j'étais même moi-même étonnée que heureusement j'ai eu cette réponse et qui a vraiment, impressionné le directeur des opérations et qui a insisté et soutenu, mon recrutement qui était demandé par le directeur de qualité. Hem, alors, c'était une bonne question que vous avez posée parce que la question même, Mmh. elle soulève, un problème fondamental. Que l'entreprise se voit comme une business Mmh. et se voit comme une business. Et oui. Il ne se voit pas, comme l'entreprise, elle se voit pas comme, une entreprise qui est en train de fournir l'alimentation à la population. Pour l'entreprise, c'est juste un business comme tout autre business, que ce soit chaussures, Ah, lunettes, ouais. alors que nous sommes dans un business très, très important. Bien Vous oui, voyez? évidemment. Alors, juste cette question, ça dit tout sur leur état d'esprit. Complètement. Ah mais complètement. Alors, pour la question, de la confiance, Mmh mh. évidemment que pas tout ce qui est de Nestlé est mauvais. Non, pas du tout, loin de là. Heu et nous avons je voudrais aussi dire aux consommateurs qu'en général, nous avons un bon système de gestion de la sécurité des aliments qui a été développé à cause de différentes crises. Chaque crise nous a rendu compte que, ben, il faut changer, il faut améliorer. Donc au fil de temps, pendant les 30 dernières années, je peux dire, nous avons fait beaucoup pour améliorer la sécurité des aliments et sans vouloir être prétentieuse, je peux dire que j'ai participé dans ce Mmh mh. développement. Mmh mh. Quand Mmh. j'étais à l'Organisation mondiale de la santé et plus tard chez Nestlé et j'ai participé dans ce développement. Donc, en général, nous avons un bon système. C'est pourquoi, pour ce qui est pour les consommateurs, je ne souhaite pas être alarmiste en dire: «Ah oui, mais c'est très mauvais, tout ce qui est sur le marché, c'est de la mauvaise bouffe». Non, je dirais pas ça. Mais le système a des trous, le système a des défaillances. Chez Nestlé, qu'au sein des autorités sanitaires, même le fonctionnement des ONG, les Mmh. ONG de consommateurs, Mmh. c'est ce que j'ai découvert, et les médias scientifiques, par exemple, Mmh. parce que, vous voyez, Robert Laffont, a publié mon livre, mais nombreuses éditions scientifiques, ils ont refusé de publier mon expérience, même si j'ai toutes les preuves, si je leur fournis toutes les preuves et la dernière, m'a dit: «On est prête à publier votre expérience». C'était juste, un article, à condition qu'il y ait pas votre nom et le nom de Nestlé. Ça va être compliqué là pour, publier un Oui, livre. alors heu, j'ai retiré ma publication. Donc il y a des défaillances, Ouais, sur toute la chaîne, ouais. sur Mmh. toute la chaîne Mmh. Mmh. et ces défaillances font que, de temps en temps, nous aurons des incidents comme l'affaire Buitoni Mmh. ou, la fraude de Nestlé Water qui est vraiment, heu, inacceptable et c'était vraiment le sommet de l'iceberg.
Oui, c'est ça. Alors juste si on peut en parler quelques minutes concernant cette affaire des eaux là, on est en plein dedans, hein, quelque part encore là, on est en plein dedans. Comme vous le disiez, ouais, on se rend compte qu'il y a un problème à tous les niveaux, donc au niveau politique, au niveau autorité, au niveau média, tout ça. Et moi, ça me fait clairement penser à, enfin, en tout cas, les autorités et les grands groupes comme ça industriels, comme une association de malfaiteurs entre guillemets, parce qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Et dans le livre aussi, vous rappelez cette histoire là, lorsqu'il y a eu le rachat de la branche nutrition infantile de chez Pfizer par Nestlé. Donc à l'époque, c'était Monsieur Macron qui avait conseillé le PDG de Nestlé de racheter cette branche-là pour la somme de 9 milliards d'euros. Et donc lui, il s'est récupéré un petit million d'euros. Et que soi-disant aujourd'hui, quand on l'entend parler de ces affaires des eaux Nestlé, il y a lui, pour lui, il y a aucun problème, il n'y a pas eu ni entente ni connivence avec qui que ce soit. Euh, Là, il y a un réel problème quand même, je pense, hein, dans cette histoire-là. Il y a un réel problème on cache des trucs, non seulement aux consommateurs, mais pas que. Oui, il y a un problème, certes, je peux dire que ce contact entre les autorités et les entreprises se fait de façon régulière au sein des différentes commissions, par exemple les commissions de Codex Alimentarius, où on établit les normes pour justement pour les industries, pour la Ouais, commerce international. Et là, l'industrie et les autorités se côtoient. oui. Et c'est même plus que, je dirais même plus que ça, parce que au sein de chaque pays, il y a des comités nationaux. Mhm. euh, et Et les autorités demandent l'avis de l'industrie sur les mesures législatives qu'ils veulent prendre. Ah oui. Alors, d'un côté, on pense que c'est normal parce que les autorités ne doivent pas établir des normes de législation qui n'est pas Mhm. faisable Mhm. dans l'industrie, donc c'est compréhensible. Mhm. Mais d'autre part, ça donne aussi un moyen de pression et d'influence sur les autorités. Alors, ce qui est important, c'est que les autorités, évidemment, consultent l'industrie, ça je suis pas contre, Mhm. mais qu'ils donnent quand même leur priorité aux consommateurs. Et là, pour moi, je pense que sur ce plan-là, je suis très, très déçue. Je ne pense pas que vraiment les autorités font leur travail, correctement, parce que déjà, pendant les 10 années que j'étais chez Nestlé, jamais j'ai été interrogée par les autorités pour venir me dire: «Mais qu'est-ce que vous faites? Comment vous gérez la sécurité des aliments?» Juste demander Ouais, si par exemple nos ressources sont suffisants ou non. ouais. Et et heu et même quand il y avait des incidents, ils sont jamais venus m'interroger. Étonnant. C'est étonnant quand même, hein. C'est étonnant quand Oui, même. et là, je pense qu'il y a, une négligence de la part des autorités. Puis, c encore pire, c'est que quand vous donnez l'alerte, ils ne donnent pas suite à vos alertes. Oui, c'est ça. Heu et la preuve, que je peux fournir, c'est que j'ai donné l'alerte aux autorités françaises à différentes, dates, de 2016 à 2000, de nouveau à 2020 et puis de nouveau à 2023. Et ma lettre de 2023 a circulé pendant toute une année, parmi 4 à 5 autorités, sans qu'on ne donne suite à m à mes revendications. Et on m'a dit après une année, on m'a dit: «Heu, vous n'avez pas fourni assez d'informations», alors qu'ils avaient toute une année Oui, pour me contacter et pour me demander plus d'informations. ouais. Cette discussion que nous avons maintenant, ou que j'ai eue récemment avec,
monsieur Nicolas Vidal, euh, n'a jamais eu lieu avec les autorités ou même les organisations de consommateurs. Voyez, euh, ça, Mmh. pour moi, c'est très choquant Ah oui. et ça indique que les autorités ne veulent pas entendre ce qui ne va pas. Ouais, c'est ça. Oui, oui, oui. Il y a moi, j'ai l'impression qu'il y a une sorte de déni ou de, est-ce que c'est avéré, est-ce que c'est fondé, je ne sais comment, mais quand même, ça fait froid dans le dos, ouais, de se rendre compte de ça, hein. Pour moi, ça me fait froid au dos et puis euh, d- d'ailleurs, ce qui m'a aussi beaucoup choqué, c'était que quand j'étais licenciée, bon, j'avais déjà un grand carnet d'adresses à la sortie de l'OMS, parce que c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle on est venu me chercher. Et quand j'étais chez Nestlé, je travaillais avec des centaines de personnes, que ce soit chez Nestlé ou dans Mhm. d'autres entreprises ou dans d'autres associations comme Food and Drink Europe. Avant, ça s'appelait Confédération des industries agroalimentaires ou d'autres ONG. J'étais tout le temps au téléphone avec, j'en avais des projets, tout ça. Et après mon licenciement, aucune de ces personnes n'est venue me demander, mais qu'est-ce que tu es devenue, Yasmine? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi tu as été licenciée? Bon, j'étais la directrice de sécurité chez Nestlé. C'est pas peu de choses, à mon avis, en fait. Peut-être c'est pour Nestlé, c'est peu de choses, mais à mon avis, c'était pas peu de choses. Mhm. Et, et personne n'était intéressé de connaître mon expérience. Tout le monde va à des conférences et il parle de la sécurité des aliments, alors que moi, j'avais vu des choses quand même qui étaient à mes yeux atroces et personne ne s'intéressait. Et ça, alors quand je demandais aux gens, mais pourquoi personne ne s'intéresse à savoir qu'est-ce qui s'est passé chez Nestlé, ils ont dit, ah, tout le monde a peur. Mais vous voyez, si dans l'industrie, dans ce secteur, je parle pas seulement de Nestlé, mais dans ce secteur, ou dans le secteur de santé publique, parce que je travaille aussi à l'OMS, personne ne s'intéresse. Tout le monde a peur Tout de le monde me a peur. parler. Ouais. Tout le monde a peur d'adresser le problème, d'avoir une opinion, Oui. exprimer une opinion. Oui. Il peut aussi venir me défier, me dire, mais Yasmine, mais qu'est-ce que tu racontes? Non, le silence complet, l'omerta complet. Et, Ouais. et ça m'a dit, mais bon sang, ça je ne comprends pas. Personne n'a le courage de regarder les problèmes en face Mhm. et d'en discuter. C'est ça, et ce silence, vous y avez eu droit, si j'ose dire, tout au long de votre périple chez Nestlé, parce qu'en plus, quand vous avez commencé votre procès, pareil, vous parliez de peur tout à l'heure, mais vous vous êtes heurté à cette peur qu'avaient les salariés, même ceux auxquels vous pensiez avoir un petit peu d'entraide ou de soutien. Finalement, il y en a très très peu. Je crois qu'il y a eu une personne, il me semble, qui vous a aidé. Et parce que tout le monde avait peur ou de parler de ça ou de se confronter finalement à cette grande, ce grand monstre, hein, si j'ose dire, c'est quand même assez incroyable. Et d'ailleurs, même, on peut se demander, moi je me suis demandé, mais pourquoi est-ce qu'ils vous ont pris dans ce groupe? Pourquoi est-ce qu'ils vous ont embauché pour finalement jamais vous écouter ou très peu? C'est incroyable. Euh, alors, il y avait le directeur de qualité qui m'a recruté. Il m'avait dit que je te recrute parce que je veux que tu te battes pour la sécurité chez Nestlé. Tu sais pas qu'il y a des choses ici qui va pas et que je te recrute Oui. pour ton courage. Surtout qu'il m'avait entendu parler pendant une conférence où j'avais tenu des propos qui étaient un peu osé pour l'époque et il a dit: «Je c'était suite à cette conférence que j'ai décidé de te recruter, pour ton courage et je veux que tu te battes pour la sécurité des aliments». Alors même dans ma première lettre, d'alerte que j'écris à la direction, je dis que quand monsieur Jacot m'a recruté, il m'avait recruté pour que je donne l'alerte et pour moi c'est le moment de donner l'alerte. Ça paraît logique. Voilà et donc, heu
lui, il m'avait recruté pour ça. Puis d'autres personnes, la direction, avait, accepté mon recrutement, hem, peut-être pour d'autres raisons. Par exemple, mon grand carnet d'adresses, ma Mmh. réputation Mmh ma mh. réputation, hem, parce que, je ferais bon figure, pour l'entreprise. Ils avaient peut-être leurs raisons, mais ils pensaient pas que j'aurais, je vais oser à dire les choses comme ils sont. Enfin, ils ont pas Oui. ils se sont trompés sur ma personnalité, évidemment. Oui, oui, ou peut-être ils pensaient pas que vous alliez si bien faire votre travail, parce qu'on le voit bien, c'est surtout à l'arrivée de, Roland Stalder en 2006 que là, tout a ça a commencé à basculer et c'est à partir de là que vous avez, commencé cette horrible descente, aux enfers, hein? Oui. Alors, heu, les, les premières années, je peux pas dire que je n'étais pas écoutée. Non, au contraire, Mmh. on appréciait beaucoup tout ce que je disais, mais changer Nestlé, c'était, vraiment ramer contre le courant. Hem, ils étaient très résistants à changer, Mmh. à apporter des changements, surtout si ça demandait des coûts. Mmh. Et puis, moi, je préconisais aussi la transparence avec les autorités. Je venais de d'un secteur qui Ouais. travaillait pour les autorités et j'avais une certaine confiance dans les autorités. Chaque fois qu'on avait un problème qui touchait, pas seulement Nestlé, mais aussi d'autres entreprises, où on avait besoin de l'avis des autorités, bah, je proposais qu'on doit alerter ou dire aux autorités et parfois, ça résultait à des retraits des produits. Et ça, c'était une chose qui n'a pas plu à l'entreprise et surtout, qu'en 2005, ils ont lié le bonus au retrait des produits. Alors, si les directeurs techniques, retiraient des produits, ils auraient eu moins de bonus et ça a aussi contribué à mon harcèlement, plus le fait que, ben, je dénonçais certains produits qui étaient pas sûrs Mmh. ou certaines pratiques qui étaient pas correctes et là, bah, ça n'a pas plu et là, on a commencé à me harceler. Oui. Oui, Bah, avec le soutien de la direction, de oui. la haute direction et c'était suite à une lettre à monsieur Paul Bulquet qui était le PDG de l'époque, qu'on m'a licenciée et tout cela contre le code, hem, de, pro le code des affaires de Nestlé. En plus, et oui. C'est Oui. ça qui est dingue, c'est qu'ils en fait, ils ne respectent même pas, ce que encore une fois, il y a moi, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est cette belle façade, cette apparence. En plus, leur slogan, quand on connaît le slogan de Nestlé, «Good food, good life», hein, si je me trompe pas, et qu'on voit l'envers du décor, donc on se dit: «Mais en fait, ces gens-là, c'est une façade et à l'intérieur, c'est complètement pourri, hein, c'est abject». Oui, alors c'est mon expérience et et cette expérience, ça a été aussi prouvé dans l'affaire de Nestlé Waters. Mmh. Heu, vous avez ces slogans, Oui. par exemple, monsieur Paul Bulquet, avait dit pendant une conférence, heu, sur les droits humains et le business aux Nations unies que la transparence, c'est la pierre angulaire d'un business Oh. et puis après, quand il s'agit de l'affaire de Nestlé Water, vous voyez qu'il n'y a pas eu transparence. De nouveau, si j'étais dans l'entreprise, j'aurais dit: «Oui, voilà, on a des problèmes avec, la sécurité de nos sources. Il faut alerter les autorités et prendre des décisions ensemble avec les autorités en toute transparence et dire aux consommateurs ce qui se passe». Mmh. Heu, peut-être qu'il y aura des conséquences un petit peu négatives pour le business, mais ça va augmenter la confiance des consommateurs que quand on a un problème, on est transparent. Vraiment. Alors qu'ici, on a menti aux consommateurs et
de nouveau, c'est une manque de compétences dans la gestion des crises parce que ce que nous avons appris dans la gestion de la crise de la vache folle et dans les autres crises que nous avons eues, tôt ou tard, la vérité sera connue et Ouais. si vous cachez la vérité, ce sera encore pire Ah, mais complètement. et c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est, une expérience qu'on a eue de la première crise de Perrier. Parce que dans les années 90, il y a eu déjà une grande crise avec avec Perrier. À l'époque, Perrier n'appartenait pas à Nestlé Mmh. et il y a eu une contamination de Perrier, avec, benzène. Il y avait du on avait trouvé des traces de benzène et l'entreprise d'abord a donné une fausse, explication et elle a essayé de dire: «Non, le problème se limite seulement, hem, aux États-Unis et que ce n'est pas un problème mondial. L'eau dans les autres pays, c'est sûr». Alors que plus tard, ça s'est avéré totalement, faux et que le problème venait de la source, donc toutes les eaux étaient, contaminées. Et et on a appris que, ben, il faut vraiment d'abord trouver la raison, de la Oui, crise oui, et puis après, et puis dire la vérité. oui, et puis ça paraît logique, hein, comme pour tout, à la base, Voilà. vous devez trouver la cause. Alors dans mon histoire, on dit que la sécurité des aliments est prioritaire, mais quand monsieur Werner Bauer vient au tribunal, monsieur Werner Bauer était le directeur des opérations au début, après il est devenu le directeur de recherche et développement et pendant, quelques années, il était mon chef hiérarchique supérieur. Il dit au tribunal: «Ben, je savais pas ce que la directrice de sécurité des aliments faisait, quel était son rôle, hein?» Ouais, et elle était mon chef, et je Ouais, suis ouais. la directrice de sécurité des aliments, il dit alors j'espère pour lui qu'il mentait, j'espère, Oui, parce que s'il dit la vérité, c'est très grave et puis dans tous les après, cas, c'est ça très a grave, tellement mais oui, et ça a tellement choqué la juge, que la juge me dit: «Mais sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'importance de la directrice de sécurité des aliments pour vous?» Il dit: «4 à 5». Il dit: «4 à 5» et c'est ce que j'ai aussi vécu, c'est que la sécurité, c'était quelque chose qu'on devait faire par obligation, mais pas par conviction. ouais, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Quand on pouvait, limiter les frais, les dépenses, on limitait les frais et les dépenses. On n'allait pas à 100 Ouais. et pour moi, dans la gestion de la sécurité des aliments, j'estime qu'on peut pas être approximatif. Mmh. Mmh. C'est-à-dire, je ne prétends pas qu'on peut être parfaite, la perfection n'existe pas, mais on doit faire le maximum qu'on peut. Heu, si on connaît qu'il y a une faille, on doit remédier, à la faille. On ne doit pas laisser une faille ouverte et c'est-à-dire faire son maximum. Ça, c'était mon approche, c'est d'avoir tout fait dans notre tout ce qui est dans notre possibilité. Mais ma foi, dans une entreprise, c'est clair qu'il va y avoir des incidents, mais il ne devrait pas y avoir de négligence, surtout des négligences délibérées. Oui. Alors, dans l'affaire heu, des biscuits pour bébés que je raconte dans le livre, Mmh. et si je raconte cette histoire, c'est juste pour donner un exemple, d'une négligence délibérée ou d'une violation délibérée. Pour moi, c'est criminel. C'est ça, c'est ça. C'est clair. Enfin, moi, quand j'ai lu votre livre, ça m'a sauté aux yeux, mais je me suis dit enfin. Alors, j'osais pas le dire moi, mais c'est vous qui le dites. Mais franchement, ouais, on peut que s'apercevoir de ça. Et effectivement, ces gens-là, contraire, je pense que c'est ça aussi qui vous a opposé, c'est que vous faites les choses par conviction. On le sent à travers votre livre, on sent que vous faites ça avec votre conscience, avec conviction, alors qu'eux, ils sont à des milieux de tout ça, puisque eux, c'est que l'argent qui compte et leur image de marque, je dirais. Donc, on est très loin de tout ça. Donc,
C'est assez incroyable de voir qu'un groupe comme ça, effectivement, a des négligences à ce point et délibéré, comme vous dites. Franchement, votre livre est vraiment révèle énormément de choses et met en lumière énormément de choses, hein. Mm. Oui, vous voyez, et ça, cette différence d'opinion pour laquelle j'étais licenciée, parce que j'étais licenciée pour ma différence d'opinion, ça se voit de nouveau au tribunal, parce que quand l'affaire des biscuits pour bébés est évoquée, le l'avocat de Nestlé, il va dire: «Ah oui, mais les bébés ne sont pas morts». Et je réponds: «Oui, justement, c'est notre différence, parce que pour moi, c'est de prévenir que les enfants meurent. Je ne vais pas attendre que les enfants meurent. Ah, S'ils s'étouffent de incroyable. façon qu'ils deviennent bleus et qu'ils risquent de mourir, pour moi, ça suffit de prendre des actions. Et Logique. vous, vous attendez que les enfants meurent pour Mm. réagir?» Mhm. Et c'était cette approche-là, heu, que, c'était pas entre autres, une des différences d'opinion que nous avions, notre différence d'approche. Pour moi, la sécurité, c'était de la prévention. C'est là la difficulté aussi, parce que quand on parle de la prévention, heu, quand on donne l'alerte dans le domaine de la prévention, eh ben, c'est très difficile de se faire comprendre et de montrer l'importance de ce qu'on dit. Par exemple, une des choses que je remarquais, parce que le personnel le disait, c'est que, ben: «Yasmine, on sait ce qu'on doit faire, mais on ne peut pas. On n'a pas les ressources nécessaires». Et dans certaines usines, on était sous-effectif. Je voyais les gens qui pleuraient parce qu'ils n'arrivaient pas à le faire, qui étaient au burn-out et tout Mhm. ça. Évidemment, quand les gens ne peuvent pas faire leur travail, ben, il y aura des conséquences sur la sécurité. Dans d'autres usines, c'était pas, je veux dire, cette constatation, c'était pas systématique partout, mais ça suffit qu'il y ait dans une usine pour qu'il y ait un problème. Vous comprenez? Pour qu'il y ait un incident. Et moi, je dois prévenir les incidents dans le monde entier. Dans une autre usine, je vois que, ben, la personne qu'ils ont mis là en place n'a pas les connaissances et les expertises nécessaires pour faire son travail. Comprend pas ce qui est important dans son travail. Heu, alors, si la personne n'a pas l'expertise et qui est aussi sous-effectif et qu'en plus la personne doit prendre plus de temps pour s'informer, Mm. c'est sûr qu'il va pas faire son travail comme il faut, ou il va le faire d'une façon bâclée. Et c'est assez incroyable parce que si effectivement Nestlé, un groupe comme Nestlé n'a pas les moyens, soi-disant financiers ou quoi, de faire ça comme il faut, on se demande ce qu'il en est des autres. Vous voyez, c'est quand même dingue comme argument. Alors voilà, alors si vous rapportez à la direction que, ben, il y a un problème, de personnel, et soit leur expertise, soit leur éthique, soit leur, hem, le nombre. Donc ça, c'est quelque chose qui ne plaisait pas à la direction. Et donc, vous parlez, les moyens. Par exemple, à un moment donné, quand justement je disais qu'il y a un problème d'expertise parmi certains de nos employés, ils m'ont demandé de faire une académie, de sécurité des aliments, un collège de sécurité des aliments. C'est-à-dire, un centre de formation pour notre personnel. Et la sécurité des aliments, c'est un domaine multidisciplinaire. Il y a la chimie, la microbiologie, les analyses. Personne n'a les compétences, entières, et nous avons des milliers de personnes qui devaient être formées. Alors quand je leur demande: «Mais quelle est l'équipe que vous mettez à ma disposition pour former les milliers de personnes?» Ils m'ont dit: «Il y a seulement toi, seulement toi». Alors je dis: «Mais vous vous moquez de moi? Vous vous moquez de moi?» Et après on m'a dit: «Ah, mais on n'a pas les ressources nécessaires». Alors j'ai dit: «Mais comment, avec 10 milliards de bénéfices, vous n'avez pas les ressources de dépenser 1 million pour la formation de notre personnel?» Oui.
Par contre, Heu, je pense que l'argent pour mettre dans le marketing et la publicité, là, il y en a, hein. Et la publicité mensongère en plus, il y en alors a là, énormément. oui, tout à fait. Tout ce qui est visible, tout ce qui est Voilà, visible, qui fait vendre, voilà. là, on peut Là, dépenser comme on le veut. là, il n'y a pas de Mais problème. tout ce qui est la partie qui est invisible pour les consommateurs, qui est la sécurité, alors là, soit on veut pas dépenser, soit on veut minimiser les frais, comme par exemple, il y a le bonus de retrait des produits. Comme ça, on va pas retirer les produits tant qu'on peut, tant qu'on Exactement. peut mettre le problème sous le tapis. Oui. Heu, vous savez, quand on parle des slogans de Nestlé dans leur politique de ressources humaines, on dit que, ben, on peut avoir des différences d'opinion, on respecte la différence d'opinion. Et pourtant, on me licencie pour ma différence d'opinion. On dit que si vous voyez des problèmes, vous devez rapporter et on vous promet qu'on fera une enquête impartiale. Eh ben, j'ai rapporté, j'ai dû attendre euh, 3 ans, 4 ans. Pour la sécurité des aliments, ils ont refusé de faire un audit de mon département et Mm. pour ce qui était, la mon harcèlement, après 3 ans et demi, ils ont fait une enquête bidon et le tribunal a reconnu que c'était une simulacre d'enquête et un acte de harcèlement et 4 personnes qui m'avaient jamais rencontrée, qui savaient même pas quelles sont mes allégations, ils ont signé un rapport qu'il y a pas harcèlement. Et avant cette enquête, on avait enlevé mon nom de l'organigramme et ces enquêteurs n'avaient même pas remarqué ça. Je crois, en fait, j'ai un message et un vœu, enfin, ce que je souhaite. Mon message, c'est que les consommateurs doivent comprendre que la sécurité de leurs produits, que ce soit alimentaire ou pharmaceutique ou autre, passe par le bien-être des employés. Parce que ce sont les employés à n'importe quel niveau que ce soit sur la chaîne de production ou un manager qui doit prendre des décisions, qui gérer les problèmes ou la personne qui doit faire les analyses. Si ces personnes ne peuvent pas faire leur travail, la sécurité sera compromise. Donc, une entreprise qui ne respecte pas ses employés, qui les harcèle, comme je viens de le prouver, et ceci par la direction de l'entreprise, ben, c'est une entreprise qui, même si je n'ai pas même si le tribunal s'est pas prononcé sur l'aspect sécurité des aliments, s'est prononcé seulement sur mon harcèlement, mais c'est une entreprise qui harcèle ses employés, met la sécurité des produits en danger. Et si une entreprise maltraite ou crée une culture de peur ou ne gère pas les alertes, ce qui était tout ça, c'était dans mon cas. Ben, c'est une entreprise qui met la sécurité des produits en danger. Ceci, à part tous les faits que j'ai racontés sur la gestion de la sécurité des aliments. Ceci n'est pas compris par la population et par les autorités, et surtout par les médias. On dit, ah, on ne s'intéresse pas à la question du harcèlement, on s'intéresse à la question de la sécurité des aliments. Mais Mm. sur le cas d'un avion, dans un avion, si le pilote a les malliés, le pilote n'a pas l'expertise nécessaire, n'est pas bien formé, évidemment qu'il y aura un problème de sécurité. C'est partout pareil. Donc, et c- la, la sécurité des aliments, c'est en grande partie une question de facteurs humains. Oui. C'est-à-dire que le personnel soit bien formé, qu'ils aient une bonne attitude, les valeurs morales et éthiques, et que leur responsabilité soit claire, leur autorité, leur responsabilité soit claire, ce qui n'était pas dans mon cas, et que ils soient pas sous-effectifs, qu'on leur donne le moyen, c'est-à-dire que ce soit le temps ou le matériel qu'il leur faut
pour faire leur travail. Euh, pour moi, la sécurité des produits passe par le bien-être des employés. C'est très important. Euh, c'est fondamental. Ça paraît logique. Ça paraît Oui, logique. oui, mais ce n'est pas comme ça que c'est traité dans la réalité. Et est-ce que vous avez une idée pour terminer cet entretien, justement, pourquoi il y a une telle incohérence, pourquoi il y a un tel manquement à tout ça, parce que c'est dysfonctionnel tout ça. Est-ce que c'est vraiment uniquement le business, comme on l'a dit au départ? Est-ce que c'est uniquement cette question-là? Si c'est ça, Oui, c'est parce que grave, hein. notre regard vers l'humain, c'est notre regard vers l'humain qui est mal. Nous Mm. sommes regardés, nous sommes pris pour un pion, pour un outil, pour un instrument, pour faire de l'argent pour l'entreprise. Nous Mm. sommes, nous sommes pas regardés comme, nous sommes pas des esclaves. Nous sommes traités comme des esclaves, Ouais. que vous êtes ici pour faire de l'argent, faites votre travail, peu importe ce qu'on vous demande, vous devez juste le faire, peu importe les consommateurs. Donc, c'est, c'est notre regard sur l'humain. Vous savez, il y a quelques années, il y avait ce concept de développement durable, en Mm. anglais Sustainable Development. Dans le concept de développement durable ou Sustainable Development, il y avait trois éléments. Il y avait les finances, il y avait l'environnement et le facteur humain. Et moi, j'ai l'impression qu'on n'a pas prêté assez d'attention au facteur humain. Euh, parce que hum, non seulement pour moi, les consommateurs sont importants, mais aussi les employés aussi sont importants. Et quand ils sont maltraités, c'est la famille aussi qui souffre, les enfants aussi qui souffrent. Ça Oui. devient un cercle vicieux, vous Complètement. comprenez? Et ça s'applique à tous les domaines de la vie, dans toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, je pense, quel que soit leur domaine. Mais c'est vrai que d'autant plus dans l'alimentation, c'est quand même problématique. Oui. Et la pharmaceutique, le pharma aussi, oui, partout. Et après, pour terminer, j'ai aussi un vœu, euh, parce qu'on me demande souvent qu'est-ce que tu souhaites, pour pouvoir clore mon histoire, finir mon histoire et pouvoir enfin commencer à vivre. Oui, Je, je souhaite que mon expérience et aussi l'expérience de d'autres lanceurs d'alerte, oui, euh, chacun dans son secteur, soit examinée de A à Z. Et quand je parle de A à Z, c'est-à-dire il y a la gestion de leurs problèmes, sécurité. Dans mon cas, c'était la sécurité des aliments. Dans un autre cas, ça peut être sécurité des produits pharmaceutiques ou autres. Quelles étaient les failles? Pourquoi pourquoi ces failles existaient, en fait? Euh, Par exemple, dans mon cas, on voit que, ben, il n'y avait pas assez de ressources ou de l'expertise ou l'éthique des gens aussi, c'était mis en question. Et- mais dans les inspections, on ne regarde pas ces aspects-là. On ne regarde pas si cette usine a assez de personnel ou non pour faire leur travail. Quelle est leur éthique, quelle est leur expertise. Ça, on ne le regarde pas. Pas souvent, en fait, pas assez souvent. Et donc, euh, il y a les failles qu'il y a dans la production de notre nourriture, à n'importe quel niveau que ce soit. Après, les failles dans le système d'alerte, comment on traite quelqu'un qui donne l'alerte, et ces questions de harcèlement, mobbing que les employés subissent, ou la culture de peur, ou licenciement abusif. Et si la législation que nous avons, c'est assez dissuasive pour prévenir de tels traitements. Par exemple, en Suisse, il n'y a pas de sanction contre le harcèlement. Quand il n'y a pas de sanction pour le harcèlement, euh, donc les, donc les employeurs peuvent harceler les employés. Et ça, c'est grave. Il y a besoin d'un changement de législation. ah oui, Et après, regarder aussi, examiner comment le système judiciaire fonctionne. C'est-à-dire, une fois que l'employé euh, a mm, été harcelé, quand il va rapporter aux autorités judiciaires, quand c'est une multinationale,
quels sont les moyens d'un employé de porter plainte contre une multinationale et comment le système judiciaire fonctionne, tous tous les détails, le diable est dans le détail. Mm, mm, Et regardez ça, et puis après, comment les autorités réagissent. Alors, je vous donne un exemple. Quand il y a eu la loi, la directive européenne pour la protection des lanceurs d'alerte, mm, qui a été transposée au niveau national en 2021 en France, ça s'appelle la loi d'alerte. mhm. Ben, on donne 3 mois, on donne 3 mois à l'entreprise pour gérer une alerte. Vous savez, dans le secteur financier, ça peut fonctionner 3 mois. Donc c'est raisonnable. Mais dans le secteur alimentaire ou environnement ou pharmaceutique, s'il y a une alerte, 3 mois, c'est trop long. Les gens sont déjà morts. Bien sûr, bien sûr, bien Et sûr. ça, j'ai essayé de rapporter aux autorités, mais personne n'a voulu m'entendre. Mhm. Vous ne pouvez pas donner 3 mois. L'entreprise Ah oui, doit commencer à gérer l'alerte dès qu'il reçoit l'alerte. Et puis après, l'entreprise doit prouver qu'elle a pris des mesures aussitôt qu'elle pouvait et n'a pas retardé dans les mesures. Donc, vous voyez, des choses si simples. oui, c'est ça, c'est même, ça paraît même incroyable que ça soit pas en place. Et oui, quand vous parlez que le harcèlement est autorisé, ou en tout cas il n'est pas puni, hein, en Suisse, c'est ça, si j'ai bien compris. Oui. Franchement, on tombe de haut, quoi. Alors, vous voyez, le tribunal a dit que la direction de Nestlé a été complice et soutenu un harcèlement qui était sournois, Mhm. qui était de très longue durée et très intense. Et ils disent tout ça et qu'on a on a détruit votre carrière brillante. On dit tout ça. Mais les gens qui m'ont harcelé, ils n'ont eu aucune sanction. Ils ont été promus. Ils ont continué leur travail, ils ont touché leur bonus. Et Monsieur Paul Bulquet qui m'a licencié alors que je lui ai demandé de le rencontrer, il est devenu le président du conseil d'administration. Le, le directeur de qualité qui m'a harcelé, il a été même euh, 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 il a été même élu comme le maire de sa commune. C'est là qu'on voit qu'on marche complètement à l'envers et que ces gens-là, c'est comme s'ils étaient presque intouchables, je dirais, alors qu'ils font du mal, beaucoup de mal même. Alors, alors que Nestlé n'a pas pu prouver une seule faute que j'aurais commise. Bien sûr, oui. Ouais, ouais. Et il n'y avait pas une lettre où quelqu'un se serait plaint de moi, de mon travail. Et donc, euh, à part les harceleurs évidemment, qui ont dit n'importe quoi. Oui. Donc, et et pourtant, j'ai perdu ma carrière et j'étais éjectée du système. Et Oui, ces gens-là qui ont commis des crimes, à mon avis, parce que de nouveau, le oui, harcèlement, oui. voyez, le harcèlement, au tribunal ici en Suisse, on le traite comme un conflit de travail. Mhm. Mais c'est pas un conflit de Non, travail. c'est un conflit de travail, C'est effectivement. volontaire, le harcèlement. Complètement, oui, oui. Oui. C'est de volontairement faire du mal à quelqu'un. D'ailleurs, le secrétariat en économie en Suisse le qualifie de psychoterreur. Vous gardez une personne comme moi pendant 4 années sur Oui, psychoterreur. oui, oui, oui. Vous détruisez Bien la sûr, personne bien sûr, et même sa famille. bien sûr. Je raconte dans le livre. Oui, oui, oui. Donc c'est une volonté manifeste de détruire et ceux qui détruisent en plus de ça sont promus. Donc là, on est quand même dans un cercle vicieux complètement pervers, abominable, qui à grande échelle.
Donc, je pense on peut peut-être conclure là-dessus. Et merci beaucoup aussi d'avoir écrit cet ouvrage, je le rappelle, aux éditions Robert Laffont, avec Bernard Nicolas, grand journaliste d'investigation aussi, qui vous a aidé dans la lecture de cet ouvrage, dans l'écriture, pardon, de cet ouvrage. Oui, alors je voudrais saluer Bernard Nicolas pour pour s'être intéressé à mon histoire et à passer beaucoup de temps pour écrire le livre, mais aussi à la maison Robert Laffont qui ont eu confiance en moi Mhm, mhm. Oui, tout à et fait. qui ont osé prendre les risques, oui. Tout à fait. Bien, merci beaucoup pour cet entretien passionnant et je recommande vraiment à tout le monde qui veut voilà, se renseigner sur ce qui se passe vraiment dans les coulisses de ces grandes sociétés-là, et bien de se procurer votre ouvrage. Oui, peut-être une dernière chose. Allez-y. C'est que jusqu'à maintenant, Nestlé n'a pas reconnu qu'elle a commis de faute. Pour moi, ça, c'est très grave encore. Parce qu'une entreprise qui, malgré la condamnation du tribunal, ne reconnaît pas ses fautes, il va évidemment répéter ses fautes s'il ne Oui. voit pas qu'elle a commis de fautes. Et, euh, et ça, et j'invite les auditeurs de lire le livre et juger par eux-mêmes si, Mhm. si j'ai commis de fautes ou si Nestlé a commis de fautes. Merci beaucoup à vous. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Au revoir.